Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mesdemoiselles, Messieurs, heureux de vous retrouver en présentiel. Pour le cycle précédent, les contraintes du Covid nous avaient obligés à rendre les conférences virtuelles. Une situation qui, nous l'espérons, entrera maintenant définitivement dans le passé. Pour l'instant, nous allons garder les masques. C'est une obligation, de même que le pass. Je vais réduire un petit peu le nombre d'auditeurs ce soir, mais nous respectons la réglementation attentivement. Les conférences de l'INSEAD, maintenant intégrées au nouvel institut, le Hoffman Institute for Business and Society, qui est dirigé par Catel Le Goulven, qui est à ma gauche ici, et qui travaille sur l'interdépendance de l'entreprise et de la société, l'interface entre l'entreprise et la société, en particulier sur le développement durable, sur la responsabilité sociale et environnementale. Donc, c'est un développement de l'INSEAD très centré et qui intègre les différentes activités de l'INSEAD pour irriguer la réflexion des professeurs sur ces questions d'environnement, de durabilité, sur les questions aussi des objectifs des Nations Unies. Et donc, c'est un genre qui est particulièrement bien placé pour accueillir ces conférences, puisque ces conférences, elles avaient pour but de stimuler, d'encourager une réflexion prospective sur le devenir de notre société, donc sur le changement. J'essaie de choisir des sujets pertinents, variés, et pour lesquels des personnalités de talent nous invitent à réfléchir, à débattre. Nous savons tous que l'avenir, toujours incertain, dépend de nous. Aujourd'hui est le demain d'hier, un demain inédit de l'histoire. C'est nous qui devons aujourd'hui trouver des solutions et ne pas déléguer la responsabilité aux générations futures. L'angoisse devant l'incertitude, devant la violence, devant le danger climatique, la perte des repères, la quête de sens, ne doivent pas nourrir le pessimisme, le cynisme ou le sentiment d'impuissance qui nous plongerait dans l'indifférence radicale, le chacun pour soi et pour son clan. Mais au contraire, nous encourager à nous ressaisir avec courage, volonté, audace et imagination. C'est sur ce sentier que les conférences de l'INSEAD nous tendent la main. Et les 5 prochaines conférences, les 5 prochaines rencontres seront une démarche sur le chemin du changement. Un changement reposant d'abord sur le changement de soi-même, qui passe par notre consommation frugale, par notre aspiration au sens, à la culture, à la spiritualité, par notre volonté de préservation des ressources de la planète, par nos efforts pour que ne disparaisse pas le lien humain réel et qui nous encouragera à essayer de contrôler la logique de la technologie, souvent oublieuse de l'humain. Avant de présenter Marie-Christine Labourdette, qui vient de prendre la présidence du château de Fontainebleau, un mot du programme de cette année. Au mois d'octobre, le 21, c'est Joël Toledano qui nous aidera à réfléchir sur les entreprises du net, ces entreprises sophistiquées telles que Google, Apple, Facebook, Amazon, peut-être Microsoft, plébiscitées par les consommateurs et aux ambitions sans limite. Comment comprendre ce nouveau monde de la transformation numérique qui bouleverse les chaînes de valeur? Comment l'Europe peut-elle reprendre l'initiative et se donner les moyens et les institutions nécessaires pour réussir, pour composer avec le développement justement de ces entreprises multinationales qui ont maintenant un impact sur l'ensemble de la planète? Ça, ce sera la prochaine conférence, celle d'octobre, le 21. Joël Toledano, pour vous dire un peu qui c'est une spécialiste de la régulation des marchés. Elle a été membre du collège de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'ARCEP, et aujourd'hui elle est professeure à Dauphine. Elle est membre de l'Académie des technologies. Et vous verrez, c'est quelqu'un qui connaît très bien le sujet justement de ces entreprises sur le net. Et elle aura des choses tout à fait intéressantes à nous dire qu'elle a développé récemment dans un livre qui est sorti l'année dernière. Au mois de novembre, c'est une de nos collègues, et pour Catel et pour moi, Maria Guadalupe, qui va nous parler du changement dans les organisations
et des conséquences que ça a sur la vie quotidienne et sur l'emploi. Dans la turbulence des changements du monde de l'entreprise, quelles sont les nouvelles formes d'organisation qui émergent et quelles en sont les implications? Donc, c'est une réflexion sur l'évolution du monde de l'entreprise et des implications que cela peut avoir pour la vie quotidienne, en particulier pour l'emploi et pour l'organisation du travail. Ça sera le 18 novembre. Je vous la présenterai bien sûr ce jour-là. C'est quelqu'un qui est avec nous depuis maintenant, je crois, 6 ans, et qui a fait ses études aux États-Unis, qui a été professeur à MIT, à Columbia, à Princeton, et qui maintenant est à l'INSEAD. Elle est maintenant directrice du laboratoire de recherche RCT de l'INSEAD, et elle est aussi associée au centre de European Policy Research à Londres. La 4e conférence sera sur un sujet tout à fait d'actualité, déjà depuis un certain temps, je dois dire, sur l'islam. Et c'est un islamologue, Rachid Benzine, politicologue, enseignant franco-marocain, qui a enseigné à l'Institut politique d'Aix-en-Provence et qui a été chercheur associé à l'Observatoire du religieux. Il est professeur à la faculté de Louvain, à la faculté catholique de Louvain, et à la faculté de théologie protestante de Paris. Il est co-directeur d'une collection de livres chez Albin Michel. Et vous verrez que c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi et qui a beaucoup à nous dire sur la relation entre l'islam et les autres spiritualités, et aussi sur le quotidien de l'islam en France, et qui va essayer de nous parler de qu'est-ce qui risque de se passer, quelle est actuellement la situation quand on regarde l'islam en France et en Europe. Ça, ce sera le jeudi 16 décembre. La dernière conférence sera sur un sujet qui intéresse en particulier les parents, mais pas seulement, c'est sur les écrans et sur les machines qui nous parlent. Que peut-on faire pour ne pas en être esclave? Via la digitalisation, l'intelligence artificielle et les algorithmes, les machines nous parlent et nous conversons avec elles, en particulier avec celles qui vivent avec nous et que nous essayons de domestiquer, mais qui paraissent souvent nous contrôler insidieusement. Où va-t-on dans ce monde digitalisé, nous prisonniers des écrans et de la virtualité, nous construisons une réalité qui nous aspire? Quel impact sur notre perception du monde, le fait qu'on soit accro à notre téléphone ou à notre iPad? Ce sera Serge Tisseron, un psychiatre, membre de l'Académie des technologies et du Conseil national du numérique, et co-responsable du diplôme de cyberpsychologie à l'Université de Paris. Il a publié beaucoup d'ouvrages, en particulier un petit traité de cyberpsychologie, et il a écrit un livre qui intéressera peut-être ceux qui ont des jeunes enfants, Apprivoiser les écrans et grandir. Ça, ce sera la dernière conférence qui aura lieu le 27 janvier. Je m'excuse des dates qui sont un petit peu, ça ne tombe pas toujours la 3e semaine ou la 2e semaine du mois, parce qu'il faut accommoder la disponibilité des facilités ici, et aussi il faut accommoder la disponibilité des orateurs. Ce soir, nous accueillons Marie-Christine Labourdette, donc présidente du château, qui, après 11 ans d'une rapide accélération de la mise en valeur du château de Fontainebleau par Jean-François Hébert, c'est Marie-Christine Labourdette qui en reprend la présidence pour prolonger, accroître la valorisation de ce patrimoine tout à fait exceptionnel. Comment la valorisation de notre riche patrimoine culturel peut-elle nourrir l'intérêt qu'on lui porte, et ce, à tous les niveaux de la société, particulièrement parmi tous ceux qui sont peu préparés à l'apprécier? Comment l'œuvre d'art et la culture d'une manière générale contribuent-elles à la connaissance de soi-même, et comment y élargir l'accès? La beauté sauvera le monde, et toute la vie professionnelle de Marie-Christine Labourdette a contribué à préserver et à promouvoir pour tous la mise en valeur de la beauté de l'œuvre d'art, et ce, dans toutes ses expressions. Marie-Christine Labourdette a fait, dès sa sortie de l'ENA, une très brillante carrière dans la fonction publique, en particulier à la direction de la Villa Médicis, comme secrétaire générale de l'Académie de France à Rome. C'est elle qui a piloté la politique
publique nationale en faveur des musées de France, en particulier le fameux plan musée, avec 80 projets de construction ou de rénovation des musées de France. Elle a été directrice des musées de France de 2008 à 2018. Et plus récemment, elle était présidente de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Elle est l'auteure d'un petit livre que j'ai trouvé très intéressant, qui s'appelle « Les musées de France », où elle explique l'histoire des musées, quels sont les musées, comment définit-on les musées, qu'est-ce qui se passe dans la gestion des musées, et qui donne un tableau tout à fait intéressant du riche patrimoine qui se trouve dans nos musées à travers toute la France. Ce livre que j'avais commandé à la librairie, pour des raisons techniques qui m'échappent, la librairie n'a pas pu les fournir pour aujourd'hui. Donc, à la prochaine conférence de Mme Toledano, je présenterai aussi ce livre qui sera donc disponible pour ceux qui n'auront pas le plaisir. J'ai fait un seul exemplaire que je peux donner à celui d'entre vous qui vraiment pourra avoir immédiatement une connaissance plus approfondie, pourra trouver ce petit que sais-je. Voilà, je vais laisser la parole à Marie-Christine Labourdette et je la remercie déjà d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Marie-Christine Labourdette. Mesdames, Messieurs, je voudrais remercier Henri-Claude de Bettigny de sa cordiale et très chaleureuse invitation, ainsi que l'ensemble de la direction de l'INSEAD, qui me font le plaisir et l'honneur de m'accueillir ce soir. Et merci d'être aussi nombreux pour s'intéresser à un vaste et beau sujet, qui est finalement celui de vous persuader que le musée, le patrimoine, le monument est au cœur de nombre des problématiques, et pratiquement toutes les problématiques qui ont été évoquées par Henri-Claude tout à l'heure correspondent, et vous le verrez de manière parfois non latérale, avec les ambitions et le travail qui est mené par l'ensemble des acteurs professionnels sur le monde des musées. Alors la question débattue avec Henri-Claude, qui a été compliquée parce qu'il ne voulait pas vraiment la rédiger comme ça, c'était château, musée et patrimoine, quelle contribution à la démocratisation de la culture aujourd'hui, évidemment à la fois post-Covid, mais je dirais de manière plus globale aussi sur ce début du XXIe siècle qui réinterroge nombre de nos pratiques culturelles. Alors, pour le dire, et ça va de soi, mais ça va toujours mieux en le disant, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir, c'était Aimé Césaire qui le rappelait, et il faut savoir que la construction même du mot patrimoine est quelque chose qui relève d'une prise en compte d'un rapport au passé qui n'est plus un rapport magique qui donne le sentiment d'un cycle éternellement recommencé, mais d'une construction historique sur laquelle on s'inscrit à la fois dans le temps long, mais avec quelque chose qui procède d'un passage entre le passé, le présent et un futur. Donc la définition du patrimoine relève, pour ceux d'entre vous qui, évidemment, beaucoup le savent, relève d'une prise de conscience au moment de la Révolution française que la destruction du patrimoine royal, de certaines églises, de certains grands châteaux, et finalement va altérer la mémoire de la nation. Et l'abbé Grégoire, devant la Convention, le 31 août 1794, utilise le mot de vandalisme en souvenir des Vandales qui, au 6e, 7e siècle, avaient ravagé l'Europe, en disant « je crée le mot pour tuer la chose ». C'est-à-dire, j'essaye de créer, en faisant prendre conscience aux gens que le patrimoine est quelque chose de précieux, j'essaye de créer la notion de bien commun patrimonial. Ce bien commun patrimonial, qui finalement donc naît à la Révolution, il faut savoir que le château de Fontainebleau fait l'objet de débats pendant la Convention pour savoir si on ne pourrait pas le démonter, utiliser le métal de certaines portes, enfin, d'abord récupérer l'or qui est sur les décors du château, récupérer le métal pour fondre des canons, utiliser les pierres pour construire d'autres maisons. Bref, on a aussi cette question-là qui se pose de manière très concrète sur le château et qui va donner lieu aussi à des prises de conscience très fortes. Prosper Mérimée, l'auteur de la fameuse dictée qui a eu lieu à Fontainebleau, n'a pas fait que ça dans sa vie. Il crée dès 1837
la première commission du monument historique où, après un très grand tour de France qu'il organise, il décide de protéger des lieux et des sites aussi emblématiques que Vézelay, que les arènes de Nîmes, et des éléments qui permettent d'incarner aussi une forme de mémoire nationale à travers cette doctrine du monument historique. Viollet-le-Duc l'accompagnera à la fois en architecte et aussi en sauvetage, en sauveur de la cathédrale Notre-Dame, puisqu'il remporte le concours qui, dans les années 1840, voit la recréation de la flèche de Notre-Dame. Alors, petit sujet de point d'histoire que je tranche, et que, pas que je tranche, mais sur lesquels on connaît un peu les débats qui ont pu avoir lieu. Il y a toujours une flèche Notre-Dame du XIIe siècle à la Révolution française. Elle a brûlé une première fois au XIIe siècle, elle est reconstruite au XIIIe. À la Révolution française, la flèche est abattue pour des raisons de fragilité parce qu'elle n'a pas été entretenue. Et donc, effectivement, la cathédrale que connaît Napoléon et dans laquelle a lieu le sacre de l'empereur est une cathédrale sans flèche. Mais vers les années 1840, a lieu un grand concours, justement sous l'impulsion de Prosper Mérimée, qui consiste à dire qu'il faudrait s'occuper de cette cathédrale qui est en très mauvais état. C'est la fameuse campagne aussi de Victor Hugo autour de Notre-Dame de Paris sur l'état catastrophique de cette cathédrale. Et donc, cette forme de démocratisation culturelle qui consiste finalement à prendre tout le monde à partie sur le fait de dire ce patrimoine appartient à tous, il est à nous, il faut le sauver, va entraîner aussi une émotion populaire suffisamment forte pour que, effectivement, le régime politique, Louis-Philippe, lance le concours, que Viollet-le-Duc le gagne. Ça sera un peu long à reconstruire, puisqu'il faudra attendre, c'est pratiquement 20 ans de chantier qui vont s'ouvrir. Mais on est sur une cathédrale Notre-Dame qui, du coup, est une cathédrale que Viollet-le-Duc reprend complètement en charge en détruisant une partie de la sacristie construite par Gabriel, en enlevant les petites maisons des chanoines qui se sont logées sur les bas-côtés de la cathédrale, en remettant tous les rois de Judée qui sont sur la façade. Bref, on est en travail de fond qui fait qu'effectivement, quand la question s'est posée de faut-il reconstruire la flèche, il aurait fallu à ce moment-là se poser la question de faut-il dérestaurer la cathédrale de Viollet-le-Duc pour retrouver on ne sait quoi. Et donc, effectivement, la flèche de Viollet-le-Duc est simplement un des éléments de l'ensemble de ce travail aussi de reconstitution du grand patrimoine qu'a assuré le 19e siècle, qu'il a effectivement sauvé. Donc, sur le sujet, je pense qu'effectivement, la reconstruction de la flèche est une remarquable décision courageuse qui a été faite, qui permet aussi d'inscrire le patrimoine dans une forme de continuité. Vous connaissez tous, au moins de nom, la fameuse loi du 31 décembre 1913 qui organisera la législation sur les monuments historiques en France et qui assure une protection de notre paysage à travers des personnes qui en sont chargées, que ce soit les architectes en chef des monuments historiques, les architectes des bâtiments de France ou les architectes du patrimoine qui sont en charge des différents chantiers. Le patrimoine est évidemment en lui-même aussi le réceptacle d'autres valeurs, le respect du passé, on l'a vu effectivement pendant la Révolution française, une forme de projection et de rêve aussi. On connaît tous les châteaux de Louis II de Bavière qui sont non seulement la traduction de finalement une histoire d'une forme d'Allemagne imaginaire, mais aussi la reproduction pour lui de son admiration pour Versailles à travers la reconstruction au XIXe siècle d'un pastiche tout à fait remarquable, mais qui est effectivement une manière de réaffirmer aussi que le patrimoine se génère lui-même. La France a la chance d'être une superpuissance patrimoniale. Elle a un réseau d'une richesse tout à fait exceptionnelle. En effet, sur les 1121 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO dans le monde, la France comprend 45 sites français, soit le pays qui en connaît le plus avec l'Italie. Nous sommes les deux pays, évidemment en Europe, mais aussi dans le monde de très loin, qui avons le plus de patrimoine mondial à l'UNESCO. Nous avons 44 000 édifices protégés au titre des monuments historiques, ces édifices étant des églises, des châteaux, mais aussi des fontaines,
des maisons particulières. Je dirais l'intérêt historique ne tient pas compte de la dimension. Vous avez des très très grosses églises qui ne sont pas du tout protégées. La valeur ne tient pas compte de la superficie. Vous avez aussi 1200 musées de France, qui sont donc des musées protégés par l'État et qui répondent à un certain nombre de valeurs et d'exigences reconnues par l'État. Alors, il y en a beaucoup plus en France. Hein. Tout le monde peut s'appeler musée. Si demain matin, vous avez envie d'ouvrir la porte de chez vous en créant le musée de la chaussette, parce que vous avez de très jolies chaussettes, vous pouvez, personne n'ira vous embêter. Simplement, si vous demandez une aide ou un appui à l'État pour gérer vos collections, vouloir les enrichir, ne pas les vendre, parce que vous n'aurez pas le droit de le faire, les présenter et les faire gérer avec un discours scientifique, là, vous poserez la question de savoir si vous pouvez devenir musée de France, et donc l'appellation de l'État, et cette appellation n'est donnée sur à peu près les 3 000 à 4 000 entités ou institutions qui en France conservent des collections. Vous n'en avez que 1216 qui sont à l'heure actuelle musée de France. Donc il faut savoir que le château de Fontainebleau cumule l'ensemble de ces classements. Nous sommes au top, donc on est 5 étoiles partout. Nous sommes patrimoine mondial depuis 1985. Nous sommes évidemment protégés au titre des monuments historiques depuis extrêmement longtemps et nous sommes aussi un musée de France, musée national, puisque donc sur ces 1200 musées de France, là, une chose qui est souvent ignorée, c'est que l'État n'en possède que 66. C'est-à-dire que sur les musées sont entièrement un élément et un outil de la décentralisation et beaucoup d'entre eux sont des musées municipaux ou des musées de département. Il y a assez peu de musées en région, puisque la région étant aussi de création récente, finalement les deux ne vont pas ensemble, mais seulement l'État ne possède que 66 musées sur les 1216. Donc évidemment, il faut posséder Fontainebleau, comme le Louvre, Orsay, le Centre Pompidou. Souvent, ce sont ces 66 arbres-là qui donnent le sentiment qu'ils cachent la forêt, d'une certaine manière, puisqu'ils font à eux seuls la moitié de la fréquentation française. On a 64 millions à peu près de visites dans les musées en France sur une année normale, hors Covid, donc la dernière est en 2019, et 31 millions sur ces 62 millions se situent ou vont dans les 66 musées nationaux, avec aussi une très forte concentration sur les 4 premiers d'entre eux qui sont célèbres et bien connus, qui sont évidemment le Louvre, Orsay, le Centre Pompidou et le Château de Versailles. Ces entrées sont aussi liées à la richesse tout à fait exceptionnelle de ce patrimoine muséal sur lequel je vais un petit peu revenir aussi. Donc, les lieux de la démocratisation culturelle, parce que quand on parle de démocratisation culturelle, c'est intéressant, mais il faut aussi comprendre finalement où et dans quel endroit elle joue et elle a lieu. Alors, vous avez une définition tout à fait intéressante de l'ICOM, qui est l'Union internationale des professionnels de musée, qui rassemble tous les professionnels de musée du monde entier, qui se sont mis d'accord sur la définition de ce qu'est un musée, qui au départ est une invention occidentale. C'est une invention qui est liée finalement à la mise en place du concept de l'individu et de sa mise en perspective philosophique et au moment du siècle des Lumières. Donc, les musées sont soit des créations de souverains éclairés. Il faut savoir que, par exemple, les derniers Médicis ouvrent la Galerie des Offices au public dès 1765. Et on dispose aussi, de manière assez amusante, des consignes de Louis-Philippe très précises sur la manière d'ouvrir au public le fameux théâtre impérial que j'espère que vous avez tous vu, qui a été donc restauré avec le mécénat des Émirats arabes unis et d'Abu Dhabi, pour préciser comment il faut préserver les collections nationales et le théâtre impérial, mais en même temps pour que les gens puissent y accéder et comprendre comment vit le souverain
et aussi puissent admirer les belles choses. Donc il y a ce souci à la fois de protection du patrimoine et en même temps de mise en valeur qui est finalement tout de suite mis en premier. Et évidemment, la Révolution française en France va créer dès le 10 août 1793 ce qu'on appellera le Muséum central, c'est-à-dire le musée du Louvre, par les confiscations des biens qui ont été confisqués au roi, aux nobles et au clergé, et qui entraîneront l'organisation des grandes collections nationales. Comme vous le savez ou vous ne le savez pas, le premier endroit de résidence de la Joconde, pièce iconique s'il en est des collections nationales, a été l'appartement des bains de François Ier à Fontainebleau, et que la Joconde y est donc restée pendant de nombreuses années. Les musées sont aussi des moyens d'affirmation, évidemment, des identités nationales et aussi d'un travail de construction historique, à la fois lorsque Versailles, après la Révolution, n'est pas réutilisé comme espace d'habitation par les rois, aussi de Napoléon qui refuse de s'y installer. Il ira à Trianon avec Marie-Louise, mais il ne veut pas de Versailles en tant que tel. Louis XVIII et Charles X n'ont pas beaucoup de temps à s'en occuper. Louis-Philippe, lui, qui a besoin d'installer sa dynastie, je dirais, dans une légitimité un peu plus complexe, décide de transformer Versailles en musée à toutes les gloires de la France, traçant par-delà une forme de vision, j'allais dire presque fraternelle, de Clovis à Bonaparte, pour montrer qu'on peut tout prendre de l'histoire de France. Le musée aussi est une manière d'affirmer un dialogue entre les cultures, une autre vision très importante de la démocratie. Et je voudrais là souligner le rôle tout à fait fondamental qu'a pu avoir la France et les grands musées nationaux dans la création du Louvre à Abu Dhabi, aventure dans laquelle j'ai été très investie comme directrice des musées de France et sur laquelle il a été très émouvant de mesurer que les tout premiers visiteurs qui sont venus pour le jour J de l'ouverture du Louvre à Abu Dhabi étaient 2 enfants de travailleurs émigrés indiens qui travaillaient dans les Émirats depuis 10 ans et qui avaient, dès que le site avait été ouvert sur Internet, acheté les billets pour que leur petite fille voie ce que c'est qu'un vrai musée, avec tous les guillemets sur vrai, parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Et donc, cette rencontre, ce mélange entre l'interface économique, l'action d'un partenariat culturel extrêmement fort et très passionnant entre 2 civilisations, la volonté d'affirmer aussi que le positionnement d'un musée universel, c'est celui de pouvoir travailler et de pouvoir faire comprendre aux gens toutes les formes d'art, était un très très beau moment. Alors, qu'est-ce que la démocratisation culturelle ? Pour 3/4 des Français, on se rend compte, alors je ne sais pas si c'est très lisible, mais je vais vous le dire rapidement, qu'il y a un très grand souci de transmission. L'importance de la démocratisation, c'est aussi d'adapter l'offre des musées, l'offre du patrimoine, l'offre des châteaux aux jeunes, pour que les jeunes acceptent aussi de finalement prendre en charge ce qui est leur héritage, mais qu'eux-mêmes acceptent de le transférer aux générations qui leur succéderont. Plus convivial et en faciliter l'accès à ceux qui sont en difficulté. La question aussi du rapport aux enfants est tout à fait fondamentale. Donc ces différents leviers sont des éléments qui, pour des professionnels de la culture, sont toujours vraiment dans notre tête et nous incitent à essayer d'avancer sur des outils de démocratisation tout à fait fondamentaux. Alors, la situation actuelle, c'est que, malgré tout, sauf en période de confinement, un Français sur 2 a visité un monument en moyenne une fois dans l'année. Visite un monument une fois dans l'année. Ça a été le cas en tous les cas en 2019. Et on se rend compte que le patrimoine, notamment local, est beaucoup plus populaire, beaucoup plus facile d'accès que le spectacle vivant. Alors, les outils classiques de démocratisation et de médiation qui sont souvent utilisés et qui servent de levier sont évidemment, vous l'imaginez, ils sont assez traditionnels, mais ils peuvent être après utilisés de manière plus ou moins pertinente. Le prix, il ne faut pas qu'un musée soit très cher, et c'est souvent
d'ailleurs un critère qui est plus souvent cité par les Français que par les autres Européens comme pouvant être un élément de frein à la visite. Or, on se rend compte que la visite d'un musée ou d'un monument est très souvent beaucoup moins chère qu'une place de cinéma. En effet, pratiquement un Français sur deux rentre gratuitement dans les musées nationaux, notamment, dans tous les musées de l'État, à la fois avec une politique très généreuse d'exonération qui, évidemment, s'applique à ce qu'on appelle les personnes bénéficiant des minima sociaux, les chômeurs. Vous avez le premier dimanche du mois qui est bien connu et qui est très utilisé, on s'en réjouit, au château où on a une affluence et un pic tous les premiers dimanches du mois puisque vous rentrez gratuitement dans le musée, c'est formidable. Il y a aussi la gratuité pour les jeunes de 18 à 25 ans. Je lance cet appel, je le rappelle, jusqu'à 26 ans, vous rentrez gratuitement dans tous les musées nationaux. Ça ne vous coûte rien. Ça ne vous empêchera pas d'aller boire une bière et de prendre une place de cinéma avec vos copains. Venez avant au musée, c'est gratuit. Que vous y alliez pour 10 minutes, 3 heures, etc. Et on se rend compte que cette mesure qui a été prise en 2009 a multiplié par 60% le volume des entrées gratuites dans les musées nationaux en 5 ans. C'est-à-dire que l'impact de cette gratuité ciblée et spécifique a été très positif. Pourquoi ? Parce qu'elle permet aussi aux jeunes de prendre en main leurs habitudes culturelles et d'abandonner l'aspect prescriptif des parents. C'est le moment où vous avez du mal à emmener vos jeunes faire des choses avec vous le week-end et ils préfèrent faire des choses avec leurs copains. Donc, une activité qui peut être à la fois ludique, intéressante et en même temps gratuite les amène à fréquenter, et on s'en réjouit, beaucoup plus les musées nationaux. Alors, ils le font quand les musées sont ouverts. Donc, l'autre partie, c'est évidemment la question des horaires qui sont ouverts tous les week-ends et aussi pendant toutes des périodes de loisirs avec la question de l'ouverture tardive et des soirées. Vous savez qu'il y a eu des grands débats il y a 2 ou 3 ans sur l'ouverture des bibliothèques le dimanche. Je vous rassure, ça va faire 2 siècles pratiquement que les musées sont ouverts le dimanche et que donc vous n'avez pas de questions à vous poser sur le fait. Le mardi, c'est plus compliqué, c'est le jour de fermeture de tous les musées nationaux, mais c'est moins impactant pour, je dirais, dans une vie pratique, puisque théoriquement le mardi, on est quand même un peu occupé différemment, mais le dimanche, vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir si votre musée était ouvert ou fermé. Vous y allez parce que c'est ouvert. Eh bien, c'est en soi aussi une forme de conquête, malgré tout, de la démocratisation, que de pouvoir y accéder. Et on a aussi, il y a eu de la part du président Chirac une volonté très forte d'améliorer l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et au handicap à travers des grandes campagnes qu'on a appelées les musées pour tous, qui permettent d'essayer d'améliorer les accès par les rampes, des ascenseurs, chose très compliquée. Mettre un ascenseur dans Fontainebleau, c'est un véritable challenge. Il y en a un, donc il faut bien le viser, mais ça marche. Par contre, si vous êtes en fauteuil roulant, je l'ai essayé avec ma mère, ça marche très bien. Il y a juste un petit moment où quand vous rentrez dans la chambre de l'empereur, c'est un peu serré, mais sinon, le parcours entier du château peut être fait par des personnes à mobilité réduite et on leur propose une chaise roulante à l'entrée du château. C'est évidemment à la fois gratuit, on est très heureux de pouvoir les accueillir. Les outils de médiation sont tout à fait fondamentaux. Comme le rappelait Henri-Claude tout à l'heure, il faut faciliter le rapport à l'œuvre d'art, au monument, avec à la fois le plébiscite des visites guidées. Alors, pourquoi finalement la visite guidée marche très bien par rapport à la visite individuelle ? Eh bien, pour une raison tout à fait valable et à la fois très humaine et très juste, qui est que personne n'a envie d'entendre des amis ou ses enfants dire « Papa, maman, est-ce que tu peux m'expliquer ça ?» et ne pas être capable de fournir la réponse. Oui, c'est comme ça la vie. Et donc, être dans une visite guidée vous permet, vous aussi, de prendre le message que vous explique le guide à votre niveau et donc d'être en capacité de le faire repasser aux personnes avec lesquelles vous êtes et qui, elles, ont peut-être besoin de votre intermédiation et dont vous savez
quelles peuvent être ou les lacunes ou la manière de les présenter. Mais la transmission du message lui-même à l'origine est fournie par quelqu'un qui vous assure que vous ne racontez pas des bêtises. Et donc, ça vraiment, la visite guidée est quelque chose à la fois de très important et qui crée aussi des liens très forts entre les gens, parce qu'il y a des échanges qui se créent de manière tout à fait fondamentale et différente. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des visio-guides qui aident beaucoup. Donc, le visio-guide de Fontainebleau est en 11 langues, donc vous pouvez aussi améliorer votre connaissance des langues sans problème. Et nous avons aussi des fêtes populaires qui marchent très bien pour le patrimoine. Je pense ici aux Journées européennes du patrimoine que nous avons eues le week-end dernier, où nous avons eu plus de 12 000 personnes qui sont venues pendant tout le week-end au château. Nous en étions tout à fait ravis. On va pouvoir reprendre aussi la nuit des musées et vous aurez au mois d'octobre une reconstitution historique auquel je sais que nombre d'éléphantins sont attachés, qui est la fameuse reconstitution historique du bivouac de la garde impériale. Donc, ce sera très amusant. On a aussi des escape games pour les enfants, des visites de Fontainebleau à la bougie. Bref, des éléments qui permettent aussi de dédramatiser le rapport au patrimoine et de l'aider à mieux le comprendre. Alors, ce qui est intéressant et ce qui est aussi très, très fort, c'est que lorsqu'on demande aux Français quelle est la pratique culturelle qui pour eux quelle est la pratique qui incarne pour eux la culture, 84% répondent que c'est la visite au musée. Plus que d'aller au cinéma, plus que d'aller au théâtre, plus que d'aller à un concert, c'est le musée et la sortie culturelle par excellence pour les Français. Et ça, je pense que cette démarche, donc le musée ou le château, ce rapport au patrimoine est quelque chose de tout à fait important. Et on se rend compte aussi qu'il y a une appétence dans la fréquentation des Français qui est plus forte que l'appétence européenne. En moyenne, un Européen sur deux visite un musée, un monument ou une exposition une fois dans l'année, alors que ce pourcentage passe à plus de 60% pour les Français. Avec aussi des catégories sociales qui sont représentées au musée, avec évidemment une petite dégressivité sur les plus bas revenus. Alors, on est à 40% des employés, par exemple, et 28% des bas revenus, mais on a quand même un rapport au patrimoine qui est beaucoup moins clivant sur le plan social qu'il ne l'était dans le passé. Et dans 88% des cas, les visites se font en groupe, en famille, et 32% des visites se font aussi avec des enfants. Et donc, il y a ce rapport aussi à la transmission d'une mémoire commune qui est quelque chose de très fort et de très touchant, avec des objectifs de partage, de détente, mais aussi de réussite scolaire et d'épanouissement de l'enfant. Et donc, le musée, comme on le voyait dans la jolie définition de l'ICOM, tout à l'heure qu'on n'a pas fini de regarder vraiment, qui était de dire à la fois, il y a des fins d'études et d'éducation, et il y a aussi la délectation joli mot, qui signifie le fait de savourer et d'avoir du plaisir, non seulement à regarder des belles choses, mais aussi à les partager avec tout le monde. Vous savez que quand vous êtes dans un musée, à première vue, les autres personnes qui sont là aussi ont toutes fait une démarche volontaire pour être dans le musée, ce qui n'est pas le cas des autres personnes que vous pouvez croiser dans le métro ou dans d'autres endroits où vous êtes juste là parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Donc, ce rapport positif à l'institution est quelque chose qui modifie même les rapports entre les gens et entre les êtres. Et on a aussi, évidemment, quelque chose de très fort sur le lien entre les vacances et la fréquentation des lieux du patrimoine. Donc, je pense que le fait que cet été, beaucoup de Français soient restés dans l'Hexagone a dû améliorer la fréquentation d'un certain nombre de lieux. Ça a été le cas notamment pour Fontainebleau, qui a eu plutôt un très bon mois d'août. Alors, ça a été vu et posé tout à l'heure comme question par Henri-Claude aussi. Nous sommes dans une responsabilité quasi sociale des musées et du château qui doivent être éthiques et citoyens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est important que cette préoccupation de la démocratisation soit portée par le musée
dans l'ensemble de ces actions et que aussi l'expérience du musée soit pour l'ensemble des visiteurs qui sont là une véritable aventure qui à la fois génère de la connaissance, de la partie de la pensée, mais aussi des émotions positives qui leur donnent envie de revenir. Et aussi, on a la question de savoir quelle conception de la culture finalement est portée par les musées, avec la volonté aussi de pouvoir arriver à parler à l'ensemble des membres d'une société qui, comme on le sait, est malgré tout relativement conflictuelle et donc a parfois du mal à accepter des lieux d'échange et de forums, ce que doivent être les musées. Alors, le musée, effectivement, est aussi un élément de ferment de la démocratie culturelle. Il faut savoir que ce qui est très touchant et très fort, c'est qu'en France, à travers aussi ce lien au musée ou ce lien au monument, la perception d'un musée est d'être une institution intègre dans laquelle on peut placer sa confiance, dans laquelle les choses qui vous sont dites sont vraies, les choses que vous voyez sont vraies. À première vue, s'il y a un faux dans un musée, vous savez que c'est le plus grand scandale qui puisse se produire, parce que ce que vous voyez, on vous garantit que c'est vrai, que c'est authentique, et que le discours qui vous est tenu dessus, c'est le discours le plus rigoureux qu'on puisse avoir à l'instant T de la connaissance. Et c'est ce discours scientifique sur les collections qui distancie et qui crée à la fois ce qui est un vrai musée par rapport à quelque chose qui peut être une mise en place sympathique d'une collection privée, mais sur lequel vous n'avez pas forcément ce rapport très approfondi et très étudié à la fois ce qu'est l'objet, à sa mise en contexte et aussi à la manière dont il est présenté. Donc, le musée assume une véritable mission démocratique, celle d'éduquer au jugement critique, d'éduquer aussi à la réflexion, à l'ouverture aux autres et à pouvoir justement accepter de débattre et d'être un forum culturel permanent. Ce n'est pas parce qu'on vous dit que cet objet a pu avoir un usage, le trône de Napoléon, plein de gens vous diront c'est scandaleux qu'il soit fait couronner empereur. Oui, mais c'est son trône, c'est le vrai, et donc c'est aussi une manière de réfléchir à ce que ça signifie le pouvoir symbolique par rapport à l'abstraction du pouvoir politique, de voir comment fonctionne la France à ce moment-là, qui a besoin de remettre finalement un souverain sur un trône après avoir coupé la tête du roi. On peut donc poser des tas de questions à travers ça, et c'est toute cette démarche critique et réflexive qui est à la fois la grandeur du musée et en même temps une exigence que souvent nous demandent les publics et auxquels on est d'ailleurs très heureux de répondre. Alors, la question, c'est effectivement de savoir si les gens sont contents quand ils visitent le musée et pourquoi finalement a-t-on un musée. Ce qui fait un musée par rapport à autre chose, un musée ou un monument, hein, je parle du musée pour raccourcir la question, ou en tous les cas la formulation plutôt que la question, c'est le fait qu'un musée n'existe que par et pour son public. Une œuvre d'art n'existe que parce qu'elle est regardée ou qu'elle est mise en valeur dans cet échange à la fois sensible et critique que donne l'œil humain. Je reviendrai en fin d'intervention. Donc l'attractivité d'un musée est quelque chose de très fort. Et donc, les gens sont-ils contents quand ils sortent d'un musée ou pas? Alors ça fait partie des enquêtes qui font trembler tous les responsables de musées, c'est les enquêtes de satisfaction. Parce que c'est un peu comme les Danone, ou savoir si le yaourt est bon. Eh ben, on a tous ces questions-là. La bonne nouvelle, c'est qu'en France, pour 87% des visiteurs, la visite a correspondu à leurs attentes, voire l'a même dépassé. Donc, on a une frange de 13% qui n'est pas contente et pour lesquelles c'est en dessous, mais on a aussi cette volonté de créer, à travers des médiations différentes, un visiteur acteur de sa visite, qui donc va aussi se fidéliser, avoir envie de revenir, se disant que à la fois l'environnement de l'établissement est agréable, que les collections sont magnifiques, qu'on est bien accueilli, que les toilettes sont propres,
vrai sujet, les toilettes. Et qu'on a une bonne aide à la visite pour aider à comprendre et justement pour accompagner ce moment de plaisir pour que ce ne soit pas non plus, comme on le disait tout à l'heure, un challenge ou un défi trop complexe à gérer avec les personnes avec lesquelles on est. Et donc, dans notre époque, qui se traduit aussi par à la fois une globalisation des échanges où à travers les systèmes sociaux, tout passe très vite et la prise de parole entre les gens est à la fois plus égalitaire, plus libre et finalement décomplexée. Il faut pouvoir répondre dans la manière de parler des musées, de parler des objets, à des questions qui n'étaient absolument pas les mêmes que celles que l'on pouvait se poser il y a 20 ou 30 ans. Et donc, ça oblige à s'interroger sur le musée comme un service culturel de proximité, puisqu'il faut qu'il puisse répondre aussi immédiatement aux personnes qui sont au plus près de lui, avec évidemment, comme on l'a vu, on a parlé, les horaires d'ouverture, la gratuité, et la question aussi de la création d'un nouveau public. Donc on voit plein de petits jeunes qui arrivent au château. Et donc, le président de la République a mis en place le Pass Culture, qui est finalement un GPS culturel qui permettra aux jeunes, à partir de 14 ans, de disposer d'une application qui leur ouvre l'ensemble des offres culturelles dont ils peuvent disposer dans la région auprès d'eux, que ce soit gratuit, puisqu'ils peuvent rentrer, par exemple, dans les musées, comme je le disais, jusqu'à 25 ans gratuitement, ou que ce soit un payant avec des crédits qui leur sont ouverts pour acheter des livres, pour acheter des instruments de musique, donc pour passer dans la pratique culturelle et devenir eux-mêmes acteurs de leur culture. Et ça, je pense que c'est une très, très belle idée aussi. Et donc, les musées sont aussi au cœur de cette accessibilité. Ils sont aussi évidemment vivants. Un musée se réinvente en permanence. C'est pour ça que j'ai toujours beaucoup de mal quand j'entends des gens qui me disent « Oui, le château de Fontainebleau, j'y suis allée quand j'étais petit, j'avais 10 ans, c'était très bien. » Ben, venez voir, parce que le musée est différent, mais pratiquement même tout le temps, tous les 6 mois, vous avez des nouvelles expositions, vous avez des nouvelles salles qui sont restaurées, vous avez de nouvelles explications, vous avez beaucoup, beaucoup de choses qui permettent d'utiliser différemment et de comprendre différemment le musée. Et le lien aussi à l'aspect virtuel est très important. Évidemment, la visite au musée ne s'est pas arrêtée pendant le confinement. On a vu qu'au contraire, beaucoup de musées ont profité du confinement pour faire découvrir leurs collections en ligne, raconter des histoires, donner aussi envie aux gens de combiner les pratiques. Et il est très frappant de voir que dans 9 cas sur 10, la visite online se conjugue avec la visite sur place. On a toujours dit, il y a un moment où le numérique va chasser la réalité, le musée. Ben non, en réalité, les deux se confortent l'un l'autre et on ne cherche pas la même chose sur Internet où on peut chercher des aspects pratiques comme une billetterie, des horaires d'ouverture, des explications avant la visite ou au contraire confirmer des choses après. Et puis aussi avoir des usages participatifs en disant ah ben là c'était absolument formidable, il y a un très joli concert, il y a ceci, il y a cela, profitez-en et venez en profiter, qui est aussi un élément qui est tout à fait important sur les réseaux sociaux et auquel on est heureux de voir évidemment les publics devenir un peu nos ambassadeurs. Donc, l'objectif, c'est que le musée soit un lieu de ressources, un peu une maison commune qui s'ouvre à la fois à des pratiques novatrices, qui s'ouvre aussi à l'international et qu'on puisse avoir, bon, évidemment, des ateliers pour les scolaires, des pratiques amateurs, héberger des startups culturelles, faire des Fab Labs pendant certaines périodes. On a à l'heure actuelle une magnifique résidence culturelle d'un très grand artiste, musicien, chef d'orchestre, Thomas Engelbrock, qui avec son ensemble Balthazar Neumann, qui, quand il n'est pas à l'Opéra de Paris, a joué Iphigénie en Aulide, est au château cette semaine pour vous proposer des concerts. D'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, et je vous le redirai demain et samedi et dimanche au château. Et donc, cette capacité d'invention est assez permanente, et donc on a vraiment ce souci de faire apparaître le musée
comme une maison commune, comme un élément emblématique du vivre ensemble. Le musée est un vecteur de bien-être social et individuel. C'est un endroit où les tensions sociales se réduisent, à la fois parce que ça relève d'une démarche volontaire et aussi parce qu'il fait partie c'est un lieu où on peut s'interroger soi-même sur sa construction, dire qu'il y a des choses qui vous plaisent, être différent de ses parents en disant non mais toi tu trouves ça magnifique, moi je trouve ça moche, je préfère telle chose. Et c'est très bien parce que ça crée aussi un débat sur des sujets qui ne sont pas des sujets de conflit, qui sont des sujets de résolution de questions de personnes et d'esthétique. Et ça, c'est quand même très touchant. Et puis, c'est aussi de mesurer à travers tous les lieux qu'on peut avoir dans les musées et leur variété, à quel point la culture est plurielle, à quel point aussi les civilisations se parlent. Et quand on est dans le musée chinois de l'impératrice, quand on est au musée du Quai Branly, quand on est sur des endroits où les civilisations dialoguent différemment, on s'interroge aussi sur soi-même, sur le regard qu'on a sur les autres, et on fait des progrès à la fois sur la tolérance et sur la participation. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que dans une période qui a été traversée par des questions de santé publique absolument dramatiques, est apparu le concept un peu de muséothérapie. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'il en est. Je vais vous l'expliquer. Donc, la muséothérapie, c'est la question fonctionne dans le cadre de ce qu'on a appelé l'art-thérapie, c'est-à-dire de considérer que l'art peut soigner et que le musée aussi peut soigner. On a eu notamment des expériences tout à fait intéressantes qui ont été menées au Canada, notamment au Musée des Beaux-Arts de Montréal, sur la muséothérapie, c'est-à-dire le fait d'encadrer des pratiques qui vont lier les professionnels de la santé et du monde de la science et de la médecine au métier de la conservation et de la médiation. Je m'explique. Le Musée des Beaux-Arts, par exemple, a instauré avec l'Association des médecins francophones du Canada des prescriptions muséales gratuites où le praticien délivre des ordonnances pour que le patient aille gratuitement au musée. 4000 médecins se sont mis à pouvoir prescrire jusqu'à 50 ordonnances chacun, à la fois pour le patient et pour son entourage, dans la limite de 4 personnes. Pourquoi faire? Pour permettre à ces personnes de sortir d'une gestion de leur maladie qui était une gestion purement médicamenteuse, mais aussi de se poser la question du rapport de la puissance de l'œuvre d'art sur la santé à la fois mentale et sur la manière de créer des émotions positives. Et on se rend compte que ça fonctionne. La ville de Bruxelles vient d'ailleurs de lancer une initiative similaire. On n'est pas encore tout à fait là en France, mais on va peut-être y venir. Alors, comment ça fonctionne? Ça fonctionne puisque les œuvres d'art, finalement, on le sait depuis très longtemps, sinon on n'irait pas au musée d'ailleurs, nous apportent une émotion esthétique et on les ressent comme des entités biologiques. Et cette intelligence émotionnelle peut être explorée et peut être utilisée de manière positive. Grâce à la neuroscience et l'imagerie médicale, on arrive maintenant à visualiser concrètement l'effet que produit une œuvre d'art sur le cerveau. Et donc, cet impact n'est pas du tout neutre, il est même assez impressionnant puisque le cerveau va se mettre à développer des endorphines et des éléments très positifs de plaisir auprès de l'œuvre d'art. Et que donc, il faut arriver à utiliser cette disponibilité du cerveau avec laquelle arrivent les gens quand ils visitent un musée, parce que justement, ils sont dans cette démarche volontaire, non pas pour être juste sur un discours descendant d'enseignant, du sachant, qui serait le conservateur, celui qui explique la médiation, etc., vers celui qui ne sait pas, qui est le visiteur, mais un rapport beaucoup plus égalitaire, qui est celui d'un rapport au plaisir qui lui permet de fonctionner différemment sur l'œuvre d'art. Et finalement, on peut se poser la question, en ce début du XXIe siècle, après cette période de confinement, sur le fait de savoir si on ne va pas avoir la même chose avec l'art que ce qu'on a eu avec le sport pendant le XXe siècle. On a commencé le XXe siècle
où on expliquait qu'il ne fallait pas que les femmes fassent du sport parce que ça déformait les corps, ça altérait la fécondité, que vraiment, ce n'était pas possible. Et on s'est rendu compte qu'en réalité, le sport était une source de bien-être et de satisfaction et de santé très fort. Eh bien, la culture, l'usage, entre guillemets, de l'œuvre d'art comme élément de santé psychique est extrêmement utilisé. Et on le voit parce que ce n'est pas du tout la même chose. Quand vous êtes devant un écran, vous l'avez vu aussi en période de confinement, vous ne créez pas du tout le même rapport biochimique qu'en présentiel. Et ça empêche même les mécanismes à la fois d'imitation et ce qu'on appelle l'activation des neuromiroirs qui créent l'empathie et la compréhension. Et donc, ce rapport est fondamental dans dans cette nouvelle vision un peu de la muséothérapie. Alors, ça signifie aussi qu'on est sur quelque chose où on avance à pas très précautionneux, parce que autant, je dirais, dans certaines civilisations, le rapport à la beauté fait aussi partie de la santé, autant c'est vrai qu'en Europe, on est sur un rapport où la beauté est quelque chose qui s'adresse plutôt à la partie de notre cerveau qui est sur la raison, la construction, la science, que quelque chose qui relève de notre cerveau plus reptilien ou dionysiaque, qui est juste le plaisir et la volonté de récompense. Donc, on a encore un peu de travail à faire, mais on peut y arriver. Quand on voit donc du coup d'autres expériences qui sont très intéressantes et qui sont pour moi aussi des leviers de démocratisation culturelle, on a eu par exemple des expérimentations dans certains musées, notamment canadiens, de mettre ensemble dans des espaces de transition devant des œuvres d'art, des jeunes de 14 à 25 ans, dont certains avaient des gros problèmes psychiatriques et d'autres qui n'en avaient pas du tout. Et on les a laissés sans leur dire qui était qui pour pas ni les discriminer ni les mettre. Et le fait de laisser face à l'œuvre d'art dialoguer et échanger a donné des résultats mais extrêmement impressionnants sur une capacité à la fois de réinsertion et de dialogue entre les jeunes. Premier exemple. Deuxième exemple aussi, l'utilisation des œuvres d'art sur des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. On les met face à une œuvre et on essaye de les restimuler, de les susciter par des questions, par des interrogations sur des souvenirs qui sont enfouis dans leur mémoire longue. Et on se rend compte que ça marche et que tout d'un coup, ah oui, ce pommier, ça me rappelle celui de ma grand-mère. Et donc, de fil en aiguille, en tirant ce fil, des choses peuvent renaître. Ah mais oui, c'est vrai que c'était avec ma fille. Mais ma fille, je ne sais pas si je l'ai vue récemment. Oui, mais elle est à côté de vous, alors regardez-la. Ah bon, c'est toi. Et tout d'un coup, des choses peuvent renaître en utilisant finalement autre chose comme moyen. Et ce n'est pas une forme d'art utilitariste. C'est juste au contraire d'utiliser le plaisir que donne l'œuvre d'art pour pouvoir renouer avec une réalité qui autrement échappe. Autre sujet très sympathique qui était la création d'un parcours sportif pour les personnes âgées qui, quand elles sont notamment dans les EHPAD, ont souvent un problème de déficit de mobilité, qu'on ne peut pas promener, etc. Donc là, on leur a fait des parcours de marche dans le musée. Je peux le faire à Fontainebleau, vu la taille du château, il n'y a aucun problème. Eh bien, vous partez dans un morceau d'un endroit du château ou d'un endroit du musée et vous parcourez une quinzaine de salles. À la fois, c'est quelque chose de formidable parce que vous voyez que des belles choses. Et d'un autre côté, vous avez fait beaucoup plus de kilomètres que dans votre couloir d'EHPAD absolument sinistre où vous vous contentez de compter les portes de vos amis ou des personnes qui sont à côté, ou passer devant les toilettes. Donc, vous êtes tout d'un coup, ça recrée une envie de faire les choses qui est tout à fait fondamentale. Et puis enfin, un élément aussi qui était intéressant, c'était sur les troubles alimentaires, de faire une visite au musée où des patientes qui avaient des vrais problèmes d'alimentation, à la fois regardaient des représentations des corps humains, de la beauté, avec, on le sait, des périodes où, notamment dans l'art occidental, des grandes périodes de pénurie et de famine entraînaient
des femmes qui étaient plutôt robustes et belles, alors que dans les périodes effectivement plus avec une meilleure santé et une meilleure économie, les femmes étaient beaucoup plus fines, toujours aussi belles, mais beaucoup plus fines, et que donc il y avait un rapport à la capacité de stockage qui, depuis la Vénus de l'Ocel jusqu'à aujourd'hui, traduisait aussi un rapport à l'alimentation intéressant. Donc, on montrait ça à ces femmes, où elles le regardaient, elles les dessinaient, elles les commentaient. Après, elles dessinaient elles-mêmes ce qu'elles imaginaient être leur propre corps ou comment elles se voyaient par rapport aussi à ces représentations artistiques. Et puis ensuite, on les incitait avec aussi des tableaux où il y avait des représentations de nature morte, de repas, etc., à manger dans le musée devant des œuvres d'art pour aussi changer leur rapport à l'alimentation. Et on a eu des résultats très impressionnants sur le mode de fonctionnement, sur cette reprise en main finalement et ce contrôle à la fois de l'alimentation et du corps. Donc, ce qui est important, c'est que dans un musée, vous pouvez avoir énormément de discours qui sont tenus. C'est pour ça qu'on parle de musée conversationnel, c'est-à-dire que le discours du muséal peut être à la fois ouvert, compréhensible par tous, et qu'il peut tenir compte d'énormément de registres à la fois de la réception, et que l'histoire de l'art est intéressante, l'histoire des sciences est fondamentale, mais il n'y a pas que ça. Il faut utiliser la médiation humaine, utiliser le numérique aussi, pour savoir, je dirais d'une certaine manière, ce que vous voulez faire dire à l'œuvre d'art. L'œuvre d'art, elle est polysémique, elle peut tout vous dire. Ça dépend de votre tempérament, ça dépend de l'émotion que vous avez, ça dépend de ce que vous voulez faire. Et donc, en fonction du choix que vous avez envie d'avoir, de la manière dont vous êtes accompagné, elle va vous parler très différemment. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que vous avez aussi, vous le savez, il y a peut-être certains d'entre vous l'ont vu, des démarches qui ont été menées par la Société Culture Espace sur des procédés immersifs où vous rentrez dans un lieu qui est couvert de tableaux de Klimt ou de tableaux de Monet ou de tableaux de ce que vous voulez, mais qui sont simplement tellement changés de dimension et d'échelle que vous avez l'impression de rentrer dans les coquelicots de Monet ou de plonger dans l'étang de Giverny, etc. Donc, le changement d'échelle modifie complètement le rapport à l'œuvre et à l'émotion. Donc là, on est vraiment dans le cadre de l'aspect dionysiaque. Mais donc, il y a une volonté très claire de dissocier à ce moment-là la démarche esthétique et de plaisir de la démarche de connaissance, parce que vous n'avez aucune idée de la taille du tableau de Klimt qui est représenté face à vous. Vous ne savez pas que le tableau il doit faire 80 cm sur 30, puisque vous le voyez projeté en 15 mètres par 20. Mais il tient la route parce que bon, c'est un chef-d'œuvre, mais aussi parce que vous ne cherchez pas ça, vous cherchez autre chose. Et donc, c'est aussi cette capacité, cette habilité à pouvoir permettre au musée de dire autre chose qui est tout à fait fondamentale. On est finalement, disait un neurologue, Pierre Lemarquis, qu'on était tous des œuvres d'art sculptées par notre milieu, dans le sens où effectivement, à travers ça, on est, quand on regarde une œuvre d'art, on sécrète à la fois de la morphine endogène, qui nous permet de supporter la douleur et surtout trouver ça sympathique. On sécrète aussi de la sérotonine, qui est dans tous les antidépresseurs, et on sécrète aussi de l'ovotoxine, qui est l'hormone de l'amour et de l'attachement. Et donc, vous avez un rapport à l'œuvre d'art qui est un rapport très fort. Quand vous êtes face à la Joconde, tableau qui est célèbre au monde pour être la représentation la plus exacte de l'époque à l'échelle 1 parfaite de ce qu'est une personne humaine, c'est-à-dire que vous vous mettez, si la Joconde était placée exactement à votre niveau, vous auriez l'impression d'avoir vraiment une personne à laquelle vous pouvez parler. Parce qu'en échelle, elle est exactement à l'échelle 1 parfaite d'un être humain. Alors que la plupart des autres des tableaux juste avant, où les gens sont un peu plus petits, où ils sont un peu trop grands, et donc vous n'avez pas ce rapport à l'individu qui tout d'un coup se crée comme si vous étiez sur quelqu'un de vrai. Et donc vous avez l'impression de voir une vraie chose. Vous avez la même chose aussi très frappante, par exemple, sur les tableaux de Lucio Fontana que vous connaissez, qui sont ces tableaux coupés à coups de cutter. Quand vous êtes devant,
c'est souvent d'une seule couleur, en monochrome. Vous avez inconsciemment, vous vous dites, moi aussi j'aurais pris le cutter et j'aurais fait ça. Et donc, ces rapports à l'objet, ce lien très fort à l'œuvre qui vous fait vibrer est quelque chose qui est vraiment très spécifique et qui est ce qu'on appelle le phénomène des neuromiroirs. On a la même chose sur les concerts de heavy metals ou très violents ou avec des musiques très fortes, ou quand les gens sortent de là, ils ne sont pas plus énervés qu'en sortir d'un concert de musique classique parce que finalement, il y a eu une catharsis qui s'est produite pour eux et ils se sont défoulés, ils ont passé leur violence à travers la musique dans autre chose et ils sont juste heureux de ce qui s'est passé. Et donc, on est sur des éléments où on se rend compte que l'art peut aussi aider à faire passer beaucoup de choses, donc à la fois l'art-thérapie ou la muséothérapie. Je rappellerai, vous avez son colosse, son cyclope plutôt, Amélie Laforêt, tout près d'ici, j'espère que tout le monde ici l'a vu, qui est le cyclope évidemment du Niki de Saint-Phal, qui a été, ce qu'on ne sait pas toujours, internée à l'âge de 20 ans parce qu'elle avait été violée pendant toute son enfance par son père. Et donc, ses premières œuvres étaient extrêmement violentes. Elle tirait au fusil sur des poches de peinture très sanglantes qui reproduisaient et qui transcrivaient pour elle sur la toile toutes les violences qu'elle avait vécues. Elle a réussi à passer à travers ça, à surmonter ce traumatisme extrêmement fort et elle a fini par devenir une des plus grandes artistes, prouvant par là aussi que le fonctionnement de l'œuvre d'art est un fonctionnement qui n'est pas neutre, c'est quelque chose d'extrêmement fort et d'extrêmement puissant. Et ça, je pense que c'est sûrement une des plus belles choses qui fait que le rapport à la démocratisation de la culture, à la démocratisation du patrimoine, finalement dépend aussi du risque que vous avez envie chacun de prendre dans votre rapport à l'art. Et c'est peut-être la plus belle leçon de liberté, puisque ça ne dépend que de vous, de savoir aussi à la fois être assez exigeant vis-à-vis de vous-même pour avancer sur la connaissance de l'art quand vous le souhaitez, mais aussi assez doux avec vous-même pour juste vous donner le plaisir que vous avez quand vous le souhaitez aussi. Et pour conclure, je dirais que, comme le disait admirablement Victor Hugo, il y a deux choses dans un édifice, son usage et sa beauté. Son usage appartient au propriétaire. Ça tombe bien, Fontainebleau appartient à la nation, donc vous en êtes propriétaire, chacun d'une infime parcelle, et donc il est à vous, venez-y. Sa beauté est à tout le monde, ça vous le savez, tous les jours, donc venez-y vraiment avec beaucoup de plaisir. Et pour fêter ça, nous sommes très heureux de vous inviter aussi et de vous convier aux concerts exceptionnels qui auront lieu demain à 19h30 ou samedi à 19h30. Vous pouvez noter le RSVP qui est en dessous, communication@châteaudefontainebleau.fr. Nous serons heureux de vous y inviter et de vous accueillir. C'était notre petit cadeau du soir pour vous remercier de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Super. Merci beaucoup, Marie-Christine. C'est très intéressant de montrer la multifonctionnalité des musées. Elle a ouvert, à mon avis, en tout cas pour moi, un regard sur d'autres fonctions du musée que je n'avais pas encore envisagées, y compris la muséothérapie. Mais on va laisser je vais demander au docteur Catel Goulben d'animer un peu la discussion et de prendre vos questions qu'elle va poser à Marie-Christine Labouret. Merci beaucoup Marie-Christine. Alors, ça va être différent de ce qu'on a fait en ligne. Bonsoir à tous. Oh, voilà. Oui, je ne peux pas aller là, d'accord. Vous m'entendez? Même sans le micro, de toute façon. Alors, pour poser vos questions, ça va être très simple. Vous avez un micro devant vous, pour ceux qui sont devant. Et puis, on a nos collègues qui ont des micros pour ceux qui sont derrière. Donc, le micro devant vous, vous appuyez sur le petit bouton. Ça se met en route et c'est tout ce qu'il y a besoin de savoir. Donc, ce que je propose, c'est qu'on prenne peut-être 2 ou 3 questions à la fois, en fait. Et je vous rappelle aussi qu'une question, en fait, c'est une phrase relativement courte avec un point d'interrogation à la fin. D'accord? Donc, pour que tout le monde puisse participer, merci de garder ça en tête. Est-ce que certains d'entre vous sont déjà prêts? Je pense qu'il y avait quand même beaucoup de thématiques
qui ont été soulevés? Ou est-ce que je... Et on n'a plus besoin de passer le micro, vous appuyez sur Ouais. le... Où est-ce que je commence? Allez-y. Allez-y, lancez-vous. Oui, merci beaucoup, madame. Juste une petite question. Quel est pour vous le musée le plus novateur en France, en dehors, bien sûr, du château de Fontainebleau? Et pourquoi? Voilà. Parfait. Alors, pour la démonstration de ce qui est une question, c'est parfait. Alors, je vais vous faire une réponse de Normand, qui est que ça dépend de quel sujet on parle. Parce que vous avez de l'innovation, et c'est ça qui est passionnant justement dans les musées qui sont vraiment des lieux extrêmement vivants. Vous avez l'innovation sur énormément de sujets. Donc, en matière de médiation, vous avez une innovation extraordinaire au musée du Quai Branly. Sur la présentation des collections, vous avez des innovations qui ont été formidables aussi au musée des arts décoratifs ou au musée d'Orsay. Dans la médiation et le travail, notamment auprès des jeunes, le Louvre a fait un gros travail en créant une galerie des enfants qui est tout à fait remarquable. Et puis après, vous avez aussi des éléments d'échange entre des collections un peu permanentes de musées et des regards étrangers ou un peu différents avec des artistes contemporains qui sont amenés à apporter leur contribution et leur regard à une histoire un peu longue et à regarder les choses un peu différemment. Et là, en ce moment, je ne saurais trop vous conseiller d'aller au musée de la nature et de la chasse dans le Marais à Paris, qui a une exposition d'art contemporain absolument remarquable sur le rapport à la nature et le rapport à l'animal. Mais tout ça ne vaut pas... Et en dehors de Paris, de la région, en dehors de la région parisienne? Alors, vous avez le MUSEM qui a fait des choses absolument remarquables, justement aussi en matière de politique des publics et pour tout ce qui concerne ce qu'on appelle des publics un peu éloignés de la culture. C'est-à-dire qu'ils ont fait des démarches très approfondies et très fortes pour aller prendre les jeunes dans les quartiers et les amener au MUSEM, voire parfois même aussi de prendre des œuvres du MUSEM pour les amener dans les quartiers, pouvoir les expliquer et leur dire, vous voyez, cet objet-là, il est pour vous, et donc revenez le voir en contexte ailleurs. Et ça, cette manière de désacraliser, entre guillemets, certains objets, à partir du moment où il n'y a pas de question de fragilité, de conservation ou quoi, pouvoir les changer de contexte et de les regarder différemment est quelque chose qui est tout à fait remarquable et que le MUSEM fait très bien. Un très beau musée aussi, qui je trouve a une très belle politique, c'est le musée des Confluences à Lyon, qui est absolument remarquable dans la présentation de ses collections permanentes. Vraiment, très beau. Monsieur. Ah oui, voilà. Moi j'étais fort intéressé par... Rapprochez un peu, oui, voilà. Parce que vous avez dit sur Notre-Dame de Paris. Bon, moi, il me semblait que Viollet-le-Duc était fortement contesté parce que justement, il avait repris énormément de monuments anciens. Et pour moi, c'était effectivement... Enfin, j'étais resté sur cette idée. Or, manifestement, vous me donné l'impression d'avoir un avis totalement différent. Et vous aviez l'air de dire qu'il avait bien fait de faire tout ce qu'il a fait. Alors, est-ce que j'ai bien compris ou est-ce que c'est pas tout à fait ça? Vous avez parfaitement compris. J'ai beaucoup d'admiration, comme beaucoup de personnes dans le patrimoine, pour certains aspects de la carrière de Viollet-le-Duc. Pas pour tout, il n'aurait pas dû reconstruire à ce point-là Pierrefonds, etc. Mais en tous les cas, sur Notre-Dame, il a sauvé Notre-Dame, sans aucun doute. Et étant donné l'état dans lequel était la cathédrale quand il la prend en charge, vraiment, il n'aurait pas été là. Et il a mené, il faut savoir, plus de 10 ans d'études pour essayer de comprendre quels étaient les grands principes de l'architecture gothique, pour être capable de les reproduire à nouveau et justement d'éviter d'altérer le monument et de le remettre en état. Et s'il a si bien résisté à l'incendie, c'est justement parce que Viollet-le-Duc lui avait redonné aussi, il avait reconsolidé il y a de ça plus d'un siècle. Donc, il a réinterprété, retravaillé sur tous les traités du Moyen-Âge pour essayer de comprendre quels étaient les secrets des maîtres maçons et des fabricants des cathédrales pour être capable de les réutiliser et de reformer les gens
et des personnes qui avaient aussi pu perdre cette connaissance. Parce que finalement, en dehors de la cathédrale d'Orléans qui continue à faire du gothique sous Louis XV, tout le monde avait quand même un petit peu perdu la main quand il a fallu au XIXe siècle se poser la question de refaire une flèche. Donc, il a su aussi réinterpréter les documents. Donc, c'est quelqu'un qui va au contraire prendre l'ensemble de cet héritage et de ces démarches des siècles passés pour essayer de les porter à une forme de degré de réalisation et de modernité qui le rendent à nouveau opérationnel. Donc, c'est quelqu'un d'assez exceptionnel. Et par ailleurs, dans le cadre de mes anciennes fonctions, qui était donc présidente de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, je vous explique parce que tout le monde ne connaît pas, qui est ce lieu extraordinaire au Palais de Chaillot, qui est juste à côté du Théâtre national du Palais de Chaillot, qui est ce qu'on appelle le musée des monuments français, c'est-à-dire le musée avec les grands moulages des monuments, qu'on ne connaît pas bien. C'est à peu près, on vous dit toujours, oui, j'ai dû voir ça quand j'avais 10 ans. Voilà, donc vous pouvez y aller, vous avez tous les moulages des grands monuments français qui ont été faits au moment où se crée d'ailleurs la réalisation et la construction de la politique patrimoniale française à partir des 1830 jusqu'à pendant un siècle. C'est une entreprise extraordinaire parce qu'il y a des gens qui ont été faire des moulages à l'échelle 1 de portails d'église, de portails de maison, de morceaux d'architecture, pour les amener à Paris dans les expositions universelles, pour que les gens qui venaient à l'exposition universelle comprennent que ce patrimoine était fondamental et que ça valait le coup de dépenser de l'argent pour le préserver. Donc, c'était le numérique de l'époque, d'une certaine manière. Ce qui est un endroit. Et donc, ça existe toujours. Donc, vous avez le portail de Vézelay, tel qu'il était en 1880. Il est bien en meilleur état, là, d'une certaine manière, que celui qui a continué à subir les intempéries pendant un siècle et demi sur place à Vézelay. Donc, vous avez des choses magnifiques. Vous avez le portail d'Autun, vous avez Saint-Jean-du-Gard qui est sublime, vous avez l'hôtel de Jacques Coeur à Bourges. Et au milieu de tout ça, ont été installés dans le cadre du partenariat que nous avons fait avec Notre-Dame, que j'avais entamé, les statues qui sont sur la flèche de Notre-Dame, qui ont été créées par Geoffroy de Chaume au moment où on refait la flèche, et qui représentent les 12 apôtres et les 4 évangélistes. Ils sont donc des grandes statues qui d'habitude sont à 67 mètres de haut. Donc, je vous conseille d'aller les voir avant qu'elles soient replacées sur la flèche de Notre-Dame, parce que là, vous ne les verrez pas très bien. Elles font 3,10 mètres de haut. C'est donc des grandes sculptures du 19e. Et elles sont placées dans les salles de la statuaire gothique entre le XIIe siècle et le XIVe. Quand vous voyez la beauté et la qualité de ces sculptures, vous vous rendez compte aussi à quel point le travail qui a été fait par tous les restaurateurs de Notre-Dame au XIXe est un travail infiniment respectueux et comprenant de l'intérieur la grandeur de ce qu'est l'art gothique. Parce que vous les voyez, vous vous dites, bah, ça tient la route, alors que c'est placé face à la sculpture de l'ange au sourire de Reims, de certains piliers de Strasbourg, d'éléments gothiques hors contexte et en même temps hors compétition étant donné leur qualité. Vous voyez ces sculptures-là, vous vous dites, ben, ah non, ils savaient sculpter. Et donc ça, allez les voir. On voit les 16 à l'heure actuelle. Vous ne les reverrez plus jamais de votre vie. C'est toujours gratuit pour les jeunes de chemin de ça. On pourrait faire une conférence débat rien que sur Notre-Dame. Hein, d'autres questions, madame? Oui, comment prévoyez-vous les événements cette année? Bon, on a cette chance d'avoir une année basée sur Napoléon, mais comment vous projetez-vous dans les 3 ans ou 5 ans qui viennent sur des événements, sur, je sais pas, la mort d'un roi, etc. À quelle étape vous êtes dans votre réflexion? Alors, la stratégie. La stratégie, alors là, vous avez raison, c'est que c'est une stratégie de moyen terme, pour le moins, puisqu'on a à la fois la création d'une exposition, notamment, est une aventure de long terme qui met entre 2 et 3 ans à être conçue, et qu'il faut à la fois célébrer des grands anniversaires et en même temps aussi
travailler sur des thématiques et des éléments d'actualité du château qui sont très frappants. Donc l'année prochaine, on aura un très joli thème qui est celui de la fête, à la fois au temps des Valois, puisqu'on va raconter la manière dont Fontainebleau a été un outil de la politique de Catherine de Médicis d'utiliser la fête à la fois comme outil de réconciliation entre catholiques et protestants pendant les guerres de religion, et en même temps aussi un outil de prestige international qui faisait que tous les ambassadeurs internationaux venaient voir les fêtes de la Cour de France en disant mais comment font-ils? Il n'y a que là que ça se passe. Donc, on va raconter donc la fête à Fontainebleau, ça c'est au printemps prochain. On continue la fête avec le retour de, j'allais dire presque à la vie, de l'escalier en fer à cheval qui sera rendu à l'admiration de tous et au fait qu'on pourra monter dessus en avril-mai prochain. On aura aussi un lien très fort avec une problématique qui est très importante au château et sur laquelle je souhaite qu'on travaille encore plus, qui est le lien avec la nature. On a la chance à Fontainebleau d'être finalement dans à la fois le palais de famille des rois de France et aussi celui qui traduit le plus le rapport à la nature qu'entretenaient à la fois tous nos souverains et qu'entretiennent aussi cet espace et ce château extraordinaire. On a, s'il y a extension du classement UNESCO en patrimoine mondial à la forêt, ce sera à partir du château. C'est le château qui, pour le moment, est patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc, c'est un peu par extension et un peu comme des poupées russes, on va pouvoir, on l'espère, arriver jusqu'à prendre la forêt, mais c'est aussi parce que la forêt est une construction qui est très liée au château. Et donc, ce rapport à la fois d'interdépendance et de vitalité et de symbiose, on voudrait le traduire beaucoup plus. Donc, on aura à la fois la programmation du Festival d'Histoire de l'Art qui sera autour de l'animal l'année prochaine et aussi autour de pays invités qui sera le Portugal. Et puis, nous sommes en train de travailler sur une exposition importante autour de l'eau à Fontainebleau. Pas une autre surprise, mais on se rend compte à quel point c'est effectivement tout à fait fondamental. Vous vous souvenez, ou sinon, je vous le raconte avec plaisir, que l'un des paris qu'avait fait Henri IV et Bellegarde sur Fontainebleau, c'était de savoir en combien de temps on arriverait à remplir avec les aqueducs le grand canal que vous connaissez, qui fait 1,3 km et que nous allons restaurer puisqu'il est fuyard en bout et que grâce au plan de relance, nous bénéficions de 3 millions d'euros de crédit pour pouvoir rassurer son étanchéité. Donc, Bellegarde avait dit, sire, il faudra 3 jours. Le roi avait dit, non, pas du tout, ça prendra une semaine. Au bout de 3 jours, le canal était plein et le roi n'était pas très content de devoir verser la somme qu'il avait prévue sur le... qu'il avait mis en pari avec Bellegarde, parce que je ne pensais pas que Fontainebleau, il y avait autant d'eau. Donc, on a un rapport à l'eau qui est très fort. Donc, on aura une très belle exposition aussi là-dessus. On aura évidemment aussi, mais ça sera plutôt en 2023, une exposition autour de Napoléon, roi d'Italie, puisque quand même, il faut continuer à utiliser des richesses exceptionnelles de nos collections autour de Napoléon. Donc, en tous les cas, l'année prochaine, c'est la fête à Fontainebleau et on veut y attendre. Et juste pour rebondir un petit peu sur la question de Madame aussi, puisqu'on parle de la démocratisation, dans quelle mesure est-ce que les populations locales participent justement à cette planification, si tant est qu'elles y participent? Comment ça fonctionne, ça? Alors, il y a à la fois aussi, évidemment, en lisant, il n'y a pas que des expositions, on aura aussi... la continuation de la résidence musicale de Thomas Segalbro qui participe justement aussi de politique d'éducation artistique et culturelle, puisque ce grand artiste donne généreusement de son temps pour diriger des élèves du conservatoire de Fontainebleau, des élèves des lycées
qui travaillent sur orchestre à l'école pour les diriger, pour leur apprendre aussi à jouer, à comprendre différemment la musique. Donc ce rapport très étroit entre un très grand professionnel et des amateurs est quelque chose d'à la fois très touchant et qui déploie une énergie extrêmement positive. Donc ça, c'est aussi un des éléments sur lesquels on travaille. Et on a des comités d'usagers et de visiteurs auprès desquels on teste et on regarde avec eux ce qui leur semble être des éléments importants ou d'amélioration de certains parcours de visite notamment, ainsi que la prise en compte de aussi le plus possible d'offres qui nous sont parfois peuvent nous être faites de manière locale ou nationale sur des propositions justement de reconstitution historique, de fête de la Saint-Hubert, de célébration de la fête du chocolat qui paraît-il est très attendue Oui. au début du mois de septembre. On aura aussi de très beaux concerts. C'est ce qu'on disait, je le rappelais dans ma présentation, le château, comme tous les grands châteaux et musées, est aussi votre voisin, un lieu de proximité, un lieu qui fait partie de votre vie quotidienne et sur lequel il ne faut pas hésiter non plus à nous écrire. Il y a des pages Facebook, il y a des endroits où vous pouvez nous dire on a telle suggestion, il faudrait qu'on améliore ceci et cela. On est toujours content d'avoir un retour aussi de notre public et un échange. La verticalité du dialogue et d'échange est vraiment quelque chose qui, pour nous, ne fait plus partie de notre ADN. On est dans une capacité, une volonté d'échange. Le musée vous appartient et c'est aussi à vous de nous dire aussi comment l'améliorer et comment le faire vivre différemment pour que vous vous y sentiez toujours mieux et que vous ayez envie d'y venir toujours plus nombreux. Donc une invitation à tous. Vous risquez d'avoir des propositions. Est-ce que tout le monde est bien timide? Une question pour l'aspect international que vous avez évoqué. Le château de Fontainebleau a reçu il n'y a pas très longtemps la visite du Cheikh Al Nahyan d'Abu Dhabi. Vous avez parlé aussi du Louvre à Abu Dhabi. On pense, en effet, et je pense qu'avec les Bélifontins qui sont ici, on est très frappé par la fréquentation des gens venant d'Asie, du sud-est, moins maintenant avec le Covid. Quelle serait la politique que vous auriez maintenant en matière d'échange d'œuvres du château de Fontainebleau, enfin du patrimoine, avec l'Asie du Sud-Est, à la lumière justement de la crise des sous-marins, par exemple, en disant, tiens, l'art est un soft power et on pourrait aussi intervenir et échanger avec ces pays-là? Oui, alors d'abord, il y a beaucoup de coopérations internationales qui existent en matière muséale, avec la réserve de deux critères qui sont la fragilité des œuvres, c'est-à-dire que tout ne peut pas voyager. C'est pas effectivement, on nous a demandé, pour prendre un exemple qui n'est pas un exemple de Fontainebleau, mais on nous a demandé la Joconde pour le Louvre Abu Dhabi. La Joconde ne sortira jamais du Louvre parce qu'elle est plus que fragile. Donc, elle a déjà fait Fontainebleau Paris, ça suffit. On ne va pas en faire plus. Donc, ça c'est et la conservation des œuvres fait aussi partie de nos devoirs et de nos missions. Si on veut transmettre ça aux générations futures, on ne peut pas faire n'importe quoi avec elles. Le château a prêté plusieurs grandes œuvres, notamment au Louvre Abu Dhabi, puisque la salle de la Renaissance du Louvre Abu Dhabi au moment de l'inauguration, qui était très impressionnante quand je l'ai vue, il y avait l'Apollon du Belvédère, donc qui est à l'heure actuelle dans la galerie des Serres, et là en ce moment il y a l'Ariane, le groupe du Laocoon qui est aussi prêté. Donc des œuvres peuvent bouger. Après, il faut qu'elles bougent aussi dans un cadre qui scientifiquement ait un sens. C'est-à-dire que juste prêter une œuvre pour prêter une œuvre, si elle est hors contexte ou si elle n'est pas dans le cadre d'une démonstration scientifique qui a un sens, ça n'apporte rien sur le fond. Donc, ce qu'il faut, c'est coopérer
avec des institutions culturelles partenaires pour monter des projets qui aient du sens. Et ça, c'est souvent, il faut du temps et il faut trouver les bons partenaires. Ce n'est pas forcément toujours facile en Asie, ou alors ils n'ont pas d'argent. Et c'est transporter les œuvres de l'autre côté de la planète, c'est très très cher. Donc, voilà, vous savez, c'est des critères souvent. Mais en matière de politique intellectuelle, d'ailleurs, c'est pour ça aussi que vous avez beaucoup de travaux qui se font, notamment entre scientifiques, sur des créations souvent d'expositions par le numérique, qui permettent de rassembler, de faire des éléments de comparaison en utilisant le numérique comme manière de pouvoir rassembler des œuvres dont on sait qu'elles ne bougeront pas. Faire une exposition au Caravage, en dehors je pense que les prochaines seront numériques sur le Caravage, parce que c'est quasiment impossible de faire bouger les Caravages. Il y en a quelques-uns aux États-Unis. Le Nelson Atkins Museum ne prêtera jamais son Saint-Jean-Baptiste. Très, très, très compliqué à prêter. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Après, c'est des politiques. Et chaque musée a sa politique aussi de conservation en fonction de la qualité de ses œuvres et puis en fonction vraiment des éléments de doctrine qui, ça, peuvent être des éléments de doctrine très nationaux. On va vous remercier. On arrive un peu à la conclusion de notre soirée ensemble. Et juste pour terminer, puisqu'on est dans une école aussi, quand même, une école aussi de management, j'aurais souhaité aussi avoir votre perspective sur le rôle de l'art dans l'éducation. Venir vraiment dans la classe comme outil d'apprentissage et d'éducation. On va, lors de notre semaine sur les objectifs du développement durable, on va organiser une exposition sur le campus sur les peuples premiers pour montrer comment est-ce qu'ils s'adaptaient au changement climatique, pour essayer justement de stimuler cette réflexion que vous mentionniez plus tôt. Quel est votre point de vue sur l'utilisation de l'art dans l'éducation au jour d'aujourd'hui? Je ne suis pas sûre que ce soit une utilisation de l'art dans l'éducation. Je pense qu'il ne peut pas y avoir d'éducation sans art. Sans art. Ça serait plutôt comme ça. Quelles que soient les disciplines. Bon, évidemment. Oui. Non, mais l'art est partout. Vous pouvez utiliser n'importe quel tableau, même pour faire des mathématiques, en expliquant les principes de perspective, la création de points de fuite, d'éléments fondamentaux. Vous pouvez l'utiliser dans la géographie sur la représentation du monde. Vous pouvez l'utiliser dans tous les champs. L'art est utile. Je ne dis pas qu'il peut être utilisé, mais je dis que l'art est utile et l'art est indispensable. Merci. Marie-Christine, merci beaucoup pour cette conférence. Je pense que vous avez permis de mettre le château dans un contexte beaucoup plus riche et beaucoup plus large que celui qu'on a quotidiennement. Ça, c'était très intéressant. De montrer aussi comment il y a toutes sortes d'ouvertures avec la digitalisation, avec même, vous parliez de muséothérapie. Et je crois que vous avez ouvert des fenêtres sur un horizon très proche de chez nous et qu'on ne connaissait pas. Et la perspective que vous nous apportez est très appréciée. Je pense qu'on peut être fier d'avoir à Fontainebleau une présidente qui a le talent, non seulement le talent oratoire, mais aussi toute cette expérience que vous avez partagée avec nous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.